Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler transfer learning. Pour ça, on va utiliser en fait ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire créer notre propre dataset avec des images récupérées sur Internet, et on va créer un modèle utilisant le transfer learning pour classer ces images. Ok. Alors le transfer learning, c'est quoi? Ben, c'est simplement le fait d'utiliser un modèle déjà existant, pré-entraîné, pour classer nos images à nous. Donc dans un nouveau modèle qu'on et dans lequel on vient lui faire analyser d'autres images. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fonctionne notamment avec les réseaux de convolution parce que les couches de convolution ne font pas de classification. Tant qu'on est dans cette partie-là, ça ne classe rien. Ça ne fait qu'extraire des caractéristiques. Donc, genre la forme générale, le nombre de lignes droites, est-ce qu'il y a des poils, quelle couleur il y a dans l'image, enfin ce genre de conneries. Donc, à cet endroit-là, ici, on a en fait une liste de feature maps qu'on pourrait résumer à une liste de caractéristiques. C'est rond, c'est rouge, ça se mange, ça a une petite queue dessus, bref, c'est une pomme. Et ces caractéristiques, on les passe à notre réseau dense qui lui va dire si c'est une pomme, une poire, enfin ce qu'on veut. D'accord. Donc jusque-là, il n'y a aucune classification qui est faite, il y a juste une extraction de caractéristiques. Et bien c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que nous, on va récupérer cette partie-là du modèle, qui permet d'extraire les caractéristiques, lui donner nos propres images et venir créer nos propres couches à la fin pour faire la catégorisation. D'accord. Donc on utilise ça, l'extraction de caractéristiques, on vire ça, on le remplace et on met nos propres images à la place. Le transfer learning, c'est ça. Ok. Alors pour faire ça, on va être dans le classique. On va donc importer nos librairies habituelles. On va juste définir que les catégories c'est chien et chat, c'est juste pour avoir une valeur numérique plutôt qu'un 0 ou un 1. On va importer les données, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, j'avais expliqué dans la vidéo précédente. On va vérifier que ce qu'on a importé est cohérent, c'est-à-dire qu'on a bien des images de chien et de chat, que les labels sont bons. Donc là, je vois que c'est bon. Ici, je sais que c'est censé être un chien. Hop, voilà. Donc c'est bon, j'ai bien un chien. Magnifique. Maintenant, on va créer notre jeu d'entraînement et enfin, nos trois jeux. Jeu de test, jeu d'entraînement, jeu de validation. Alors, pour ça, on utilise Train Test Split, mais comme son nom l'indique, elle ne crée qu'un jeu d'entraînement et un jeu de test. Donc, on va utiliser deux fois. La première fois pour vraiment créer notre jeu d'entraînement et de jeu de test. La deuxième fois, à partir du jeu d'entraînement créé, le reséparer à nouveau pour créer un jeu de validation. Ok, donc c'est ce qui est fait sur ces deux trucs-là. Ok. Ok. Ça marche. Ici, on va vraiment normaliser les données, c'est-à-dire que normalement, des données normalisées ont un range qui va de -1 à 1. Jusqu'à présent, on divisait par 255, donc on avait des valeurs qui allaient de 0 à 255. Ici, on va vraiment les rendre dans le range de -1 à 1. Et pour faire ça, on divise d'abord par 127,5, ce qui fait qu'on aura des données qui vont de 0 à 2, et on enlève 1, merde, pour avoir vraiment le résultat escompté. Ok. Maintenant, on va créer notre modèle à partir d'un modèle déjà existant. Donc, on va utiliser MobileNet V2. Dans TensorFlow, on a donc dans Keras Application, on a en fait une liste de modèles pour le transfer learning qu'on peut réutiliser. C'est-à-dire qu'on peut charger des modèles pré-entraînés aussi via TensorFlow. Donc ici, nous, on va utiliser le MobileNet V2. On va lui préciser la forme de nos données. D'accord, 160 sur 63, ça correspond aux images, qui sont des images en 160 par 160 et en couleur. On va donc l'include top, c'est le false parce qu'on va vraiment l'utiliser pour du transfer learning, et on lui charge ses poids parce que sinon ça ne sert pas à grand chose un modèle sans ses poids. Et on pourrait n'utiliser que la structure de modèle et réentraîner complètement des poids, mais c'est pas l'objectif et je pense pas les moyens en termes de machine de faire ça correctement. Donc
On va regarder à quoi ressemble ce modèle. Hop, je reviens au début. Comme on le voit, ce modèle est plutôt grand. Il contient, je crois, juste en convolution 155 couches, un truc dans ce goût-là. Ici, nous, on va utiliser toute cette partie-là avec des poids. C'est-à-dire que même si ça paraît énorme, ça va aller relativement vite parce que cette partie-là, on ne la fait pas évoluer. D'accord? Elle ne s'entraîne pas. On fait que lui passer des images, elle extrait des trucs. Donc comme il n'y a pas d'entraînement de cette partie-là, ça va aller relativement vite. Et même si le réseau est extrêmement grand et dense, ça ne posera pas de problème, parce qu'on ne l'entraîne pas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter nos couches de sortie. Alors on va commencer, on va faire des choses très très simples. On pourrait améliorer les choses, mais enfin, vu la complexité du problème, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, on va créer en fait un modèle séquentiel dans lequel on va mettre deux couches. La première, c'est une Global Average Pooling 2D. Je vous laisse aller voir la doc, mais globalement, ça simplifie à mort ce qui ressort d'un réseau à convolution, pour faire simple. Et au pire, si vous pouvez alterner entre ça et un flatten. Il y en a un qui mettent les deux, mais honnêtement, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien parce que mettre un flatten à la suite de ça, moi je vois pas l'intérêt. Alors, normalement, vous verrez pour vous s'il y a un intérêt ou pas quand vous lirez la doc. J'aime bien ne pas tout expliquer justement pour vous forcer aussi à lire les docs. Alors, allons-y. Et à la fin, on met juste une couche dense, qui sera notre couche de sortie, avec un seul neurone parce qu'on va être sur du binaire. Donc c'est du 0, du 1, du chien ou du chat. Ok, on va préciser que notre modèle de base, donc ce gros truc là, n'est pas entraînable. Donc on ne modifie pas les poids de ce truc, on les laisse tels quels. Et ensuite, on va combiner nos deux modèles pour n'en faire qu'un. Un peu comme un enfant. TF Keras, donc on crée un modèle séquentiel et on vient lui mettre donc, notre modèle de base et nos couches de sortie. Ok. Maintenant, on va définir un learning rate. Je crois que c'est le learning rate par défaut, mais c'est pas très très grave. Et on va compiler notre modèle. Donc, comme d'habitude, on précise un optimizer, une fonction de loss et la métrique. Tout va pour le mieux. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un modèle qui va ressembler à ça. Alors, hop, hop, hop. Ok, donc on a bien notre premier modèle de base et nos couches de sortie ici. On a donc un nombre de paramètres, voilà, c'est là où je voulais en venir. On a énormément de paramètres, mais on a énormément de paramètres qui ne sont pas entraînables. Parce que on a bloqué la première partie de notre modèle. Ok, donc c'est ça que je voulais montrer. Maintenant, on peut venir entraîner notre modèle. Alors, je ne vais pas faire la phase d'entraînement, je l'ai déjà fait tout à l'heure, et on va voir que, en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que sur 10 époques, on arrive sur un problème de classification d'images. Déjà, à des scores qui approchent les 95%. Pourquoi? Simplement parce que on a utilisé un modèle qui était pré-entraîné. C'est-à-dire que quand on fait un réseau à convolution, au début déjà, le modèle doit s'entraîner à extraire des caractéristiques. Il doit déjà comprendre, c'est un grand mot, mais il doit déjà s'entraîner à sortir les caractéristiques et les bonnes. Toute cette partie-là, elle est déjà faite, parce qu'on utilise un modèle pré-entraîné. Donc tout ce qu'il a à faire, lui, c'est à partir des caractéristiques, trouver à quoi ça correspond. Et ça va assez vite quand on a les bonnes caractéristiques. Ok. Donc notre modèle, en 10 époques, pas plus, il a réussi à obtenir une accuracy qui est aux alentours de 95. Et que ce soit sur le jeu d'entraînement ou jeu de test, jeu de validation, là, parce que c'est jeu de validation, vous pouvez faire la même chose sur le jeu de test, les stats sont les mêmes. Pourquoi? Parce que il est extrêmement bien entraîné à extraire des caractéristiques, et donc il généralise très très bien. Alors si on visualise des courbes, ça donne ça, on voit que ça monte très vite et que c'est très très vite stable et que les deux courbes se confondent
D'accord? Il y a pas de surentraînement, voilà, il y a pas de réelle différence. Quelles que soient les données qu'on lui passe, il s'en sort très bien. Ce qui est une bonne chose. Alors, est-ce qu'on peut améliorer encore ça? Bah oui, on peut encore l'améliorer. Alors parfois ça l'améliore, parfois c'est pire, il faut juste trouver les bons paramètres. Mais on peut jouer sur deux trois petits trucs. C'est ce qu'on appelle le fine tuning pour le transfer learning. Donc c'est en gros c'est le paramétrage fin, d'accord. Alors c'est un grand mot parce qu'il n'est pas si fin que ça. Parce qu'il n'y a que deux choses sur lesquelles on va pouvoir vraiment jouer. C'est est-ce qu'on rend notre modèle de base entraînable ou pas? Il y a quel niveau? Et est-ce qu'on est sur le learning rate, donc sur le taux d'apprentissage. Si vous vous souvenez plus à quoi ça correspond, le learning rate en fait c'est de combien on avance à chaque phase d'entraînement. Souvenez-vous, dans je ne sais plus quelle vidéo, je vous ai fait une petite explication de la descente de gradient. Donc en gros, le learning rate va définir à quel point on avance dans ce processus-là. S'il est trop élevé, on va tourner en boucle parce qu'on passe d'un côté ou de l'autre la zone vraiment optimisée. Et s'il est trop faible, ça va juste mettre des plombes pour y arriver. Ce qui n'est pas non plus souhaitable. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va juste tester rapidement. On va donc re-rendre notre modèle de base entraînable, mais pas toutes les couches, parce que sinon ça devient ridicule. Et surtout, même chose, dans un modèle à convolution, plus on est au début du modèle, plus on est dans la généralisation. C'est-à-dire vraiment des trucs hyper généraux. Et plus on avance dans les convolutions, plus on vient chercher des détails précis. Ok. Donc, soit on va pas tout réentraîner, on va réentraîner qu'une partie de ça. C'est parti. Alors, hop, ici ce que je fais, c'est que donc, je rends mon modèle entraînable et je veux dire que toutes les couches qui vont de 0 à 100, tu me les réentraînes, les autres non. D'accord. Ah non, pardon. C'est l'inverse. Donc, ouais. Ouais, toutes les couches, pardon, qui ne qui sont supérieures à 100, tu viens les rentraîner. D'accord. Donc les 55 dernières couches, normalement, de mon réseau à convolution, il va venir les réentraîner. Les autres, il leur fout la paix. Donc tout ce qui est vraiment extrêmement généraliste, on ne le réentraîne pas. On vient réentraîner les dernières couches qui sont des couches un peu plus spécifiques. Par exemple, ils vont identifier que là, il y a un nez, il y a telle forme d'oreille. Ce qui est justifié sur le changement d'image. Comme on lui passe d'autres images, effectivement, on a peut-être extrait des caractéristiques dans notre première version qui n'ont aucun sens et aucun intérêt par rapport à l'image qu'on lui passe. Ok. Donc ici, on va venir réadapter ça. C'est-à-dire que les caractéristiques précises qu'on vient extraire, on va les adapter aux images qu'on vient passer. Ok. Alors, on va recompiler notre modèle et surtout, on va baisser le learning rate. On va diviser notre learning rate de base par 10. Donc vraiment un learning rate très 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 petit. Parce que ici, on est vraiment sur du détail. Ça, faut bien en avoir conscience. Le gros du boulot est déjà fait, on est sur du détail. Ok. Et on va réentraîner notre modèle sur 10 époques. Tout simplement. Donc, on reprend déjà ce qui a été fait. D'accord. On vient reprendre ce qui a été fait et on vient réentraîner notre modèle. Vous voyez, on part de rien, on part de notre accuracy à 94 et on va venir ici vraiment réentraîner notre modèle par rapport à ça. Donc au bout d'une époque, on est déjà aux alentours de 95. Alors ici, comme on est sur un learning rate qui est beaucoup plus petit, forcément l'évolution est plus lente, mais on est déjà à 97 et 97 aussi en validation. Bon, on va le laisser tourner. Mais globalement, on voit quand même que en optimisant ça, en modifiant, en rendant entraînables les dernières couches de convolution, les dernières couches de convolution pour les caractéristiques
précises soient ajustées aux images qu'on lui passe, on obtient des taux et des scores qui sont juste fous. Là, on est arrivé à 99. Alors, sur le jeu de validation, ça monte plus trop. Donc, si ça se trouve, on ne fera pas mieux que ça. Je pense même qu'il y a des chances qu'on fasse pas mieux que ça. 97-77. Ouais, si on arrive à 98% global, on pourra dire déjà qu'on est bien. Là, on est à la limite du surentraînement. Enfin, vu les différences, non, mais je me comprends. C'est-à-dire que il arrivera toujours à optimiser un petit peu plus. Alors, toujours, encore un certain temps, optimiser son accuracy sur le jeu d'entraînement, mais pas forcément sur le jeu de validation. Il fera pas mieux parce que il est déjà en fait extrêmement bien entraîné. Donc c'est un léger surentraînement sur le jeu d'entraînement. Pour faire simple. Allez, fini. Ah bah il est fini, pardon. Donc on obtient des scores qui sont fous. On a 99-78 sur le jeu d'entraînement. Bon, autant dire 100. Et ici on a 80, on va dire 98, hein. Soyons fous, on va arrondir. On est donc à 97-94. Donc des scores vraiment énormes. Alors certes, sans le fine tuning, on était déjà sur des scores qui étaient fous. Mais ici, on a gagné 2-3%. On ne cherche pas à gagner plus, hein. Quand on fait du fine tuning, on est vraiment sur l'optimisation de dernière minute. Et comme on dit, avec un learning rate aussi bas, de toute façon, on cherche vraiment à être dans le détail. C'est ça. On va appeler ça comme ça. Donc voilà. Ici, on vient donc de créer notre modèle de transfer learning en utilisant un modèle déjà existant, ses poids. On a vu ensemble la différence entre quand on fait du fine tuning et quand on n'en fait pas. Différence qui n'est pas énorme. Ok, on est vraiment sur du détail. Mais c'est bon à savoir. Bien comprendre que l'intérêt du transfer learning, c'est d'utiliser un modèle déjà entraîné avec des poids qui s'est déjà extrait des caractéristiques, qui s'est déjà généralisé pour l'appliquer à de nouvelles données. C'est pour ça. L'objectif, c'est d'économiser des ressources, c'est-à-dire qu'on utilise un modèle qui, lui, a été déjà entraîné pendant des jours, des heures, des semaines, enfin on ne sait pas trop, sur des millions d'images, avec des moyens qu'on n'a pas. On va utiliser la puissance de ce modèle-là pour l'adapter à notre problème à nous, qui a été pour le coup un problème assez simple, mais qu'on pourrait complexifier par la suite, hein. Et voilà. Donc ça, c'est le cas précis. Bien comprendre que l'objectif, c'est de réentraîner au minimum notre modèle de base. Vraiment de s'attacher à la personnalisation qu'on met derrière, donc aux couches de sortie. Pourquoi? Parce que c'est ce qui demande le plus de ressources. Donc, on peut faire du fine-tuning en réentraînant quelques couches du modèle de base. Ici, on a bloqué les 100 premières et on a fait les dernières. Parce qu'on sait qu'il y a 155 couches, je crois. Donc, en gros, on a fait du 2 tiers, 1 tiers. Tout ce qui était extrêmement généralisé, on l'a pas réentraîné. Tout ce qui sortait des feature maps un peu plus précises, donc sur des caractéristiques un peu plus précises, on l'a réentraîné. Et on obtient des scores qui sont quand même ouf. Enfin, on frise le 100%. On frise de 100%. Si on avait ici un 99-78 et des scores beaucoup moins importants en validation, on serait clairement sur du surentraînement, mais du vrai surentraînement. Là, on ne l'est pas, parce qu'on est sur des taux de précision qui sont énormes, quelles que soient les données qu'on lui passe. Quelles que soient les données qu'on lui passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.